après avoir créé ce jardin au mur à pêche, donc on a créé ce jardin de 600 mètres carrés avec une inspiration permaculture. On n'était pas encore assez avancé à l'époque, on ne connaissait pas vraiment toutes les méthodes, toute la méthodologie, donc on a fait petit à petit. Je suis resté quelques années là et puis on a commencé à faire des projets vers la Corse, parce que j'avais envie de revenir en Corse au moins de temps en temps. Et on a commencé à faire quelques missions en Corse. Et puis à un moment, j'ai eu vraiment envie de revenir, donc je suis revenu ici. Et puis là, j'ai créé un blog parce que je me suis dit que je rencontrais plein de gens avec plein d'idées fantastiques, des choses. Puis moi, j'avais acquis pendant toutes ces années un gros bagage d'idées que j'avais attrapé un peu partout. Donc déjà à Paris, il y a beaucoup de gens qui bouillonnent. Et puis avec Internet, on apprend beaucoup de choses dans les forums de discussion, etc. Euh, et je me suis dit qu'il fallait que ces idées-là, on les couche un peu sur le papier. Voilà. Et j'ai créé un blog qui s'appelle 1000 idées pour la Corse, que j'ai commencé à alimenter en 2009, je pense. Voilà. Et ce blog a fait que des gens sont venus me voir, et notamment un jour, Vanina Bernard-Léogne de la fondation de l'université est venue me voir en disant que ce que j'écrivais l'intéressait. À l'époque, elle était rédactrice en chef de la revue Faure, donc on avait fait une interview pour la revue Faure, et donc je me suis retrouvé en lien avec l'université, donc j'ai participé pas mal aussi aux activités de l'UMR LISA, notamment la chaire Territoire et Innovation d'Augustin Berg, etc. J'y ai fait une petite intervention, tout ça, et Campo Bintou se montait, donc j'ai postulé pour le poste d'écologie humaine à Campo Bintou, et mon profil correspondait assez bien, donc j'ai été embauché. Voilà, et donc je me suis retrouvé à gérer donc depuis quelques mois là dans le projet Campo Bintou dans l'université, donc projet d'animation du campus et d'amélioration du campus, à m'occuper des questions à la fois d'écologie et des questions humaines, les questions qui pourront aller du côté de la démocratie, du débat, des associations, etc. Étudiantes, les questions d'accessibilité pour les handicapés qui sont gérées par d'autres, mais auxquelles on essayera de donner un coup de main. Voilà, et puis de l'autre côté, toutes les questions écologiques. Et il se trouve que ce qui fait bien le lien dans tout ça, ce qui est bien capable de penser à la fois l'écologie, le côté écologique, le côté humain, de faire le lien entre les deux et de ne pas les opposer, parce que souvent, alors en matière d'écologie, on oppose les activités humaines et la nature, et puis on les sépare, souvent on fait des réserves naturelles, qui sont parfois nécessaires, on met des parcs naturels, dans des régions aujourd'hui du globe un peu reculées, on exclut les sociétés primitives de certaines régions pour faire des parcs naturels. C'est-à-dire qu'on considère que l'humain ne doit pas être, même si c'est un humain qui a parfaitement géré son milieu depuis des milliers d'années sans jamais l'abîmer, on l'exclut pour faire des parcs naturels. Et donc la permaculture étant ce qui ne sépare pas et ce qui n'exclut pas, elle me semble être le bon moyen de faire adhérer la communauté universitaire à un projet d'écologie humaine. Euh, et donc, on en arrive à l'idée de monter des ateliers de permaculture pour petit à petit former les gens, à la fois aux techniques, mais aussi aux philosophies, à la manière de penser le monde, de penser le système, de penser le campus, mais de penser la Corse, de penser plus largement l'univers, de manière équilibrée, ne séparant pas les besoins humains, les questions écologiques, les questions sociales. Et donc, avec Augustin Berg, on a travaillé sur le lien au lieu, euh, donc en disant que la société moderne a rompu le lien entre les humains et les lieux qu'ils habitent ou qu'ils sont censés habiter. Euh,
Et dans cette idée d'écologie humaine, l'idée c'est de rajouter le lien aux autres, puisque dans une société humaine on n'est jamais seul, l'humain est particulièrement une espèce sociale, et le lien à soi, parce que le lien à soi est aussi largement perdu aujourd'hui dans une société où on ne s'occupe plus de sa santé, enfin si, on s'occupe de sa santé en allant vers le professionnel qui va venir vous soigner, alors que par ailleurs on mange mal, etc. etc. Donc cette idée de renouer ces trois liens, le lien au lieu, le lien aux autres, le lien à soi, et donc le bon moyen de faire ça, alors sur l'aspect d'amélioration du campus, d'un éco-campus, l'objectif d'un éco-campus, on a des aspects très industriels, où avec des entreprises spécialisées, on va améliorer les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie, par exemple, ou alors avec le CIVADEC, on va mettre en place des systèmes pour la gestion des principaux déchets. Mais à côté de ça, on a tout un tas d'aspects qui ne pourront pas être gérés de cette manière industrielle en quelque sorte, et qui devront être gérés, et surtout devront être gérés avec l'adhésion de la communauté universitaire. Si demain on veut gérer correctement les déchets, y compris tous les petits flux de déchets, etc., il faut qu'il y ait adhésion de l'ensemble de la communauté. Si les gens se disent bon, on s'en fout des déchets, on jette n'importe comment, on ne trie pas, etc., ça ne pourra pas se faire. Puis d'un autre côté, si la communauté ne travaille pas, notamment avec le Fab Lab ou avec des éléments comme ça du système universitaire, à imaginer une manière de gérer les déchets ergonomiques avec peut-être des contenants qu'on va fabriquer, qu'on va inventer et qui sont adaptés à notre situation, et bien si on ne fait pas tout ce travail qui est un travail vraiment de la communauté universitaire, et bien on n'arrivera pas très loin. On n'arrivera pas... voilà. Et donc l'idée c'est là-dessus d'utiliser l'aspect permaculture en commençant petit, des espaces verts, des choses comme ça, pour petit à petit mobiliser, si possible, l'ensemble de la communauté universitaire, en tout cas le plus largement possible, autour des questions écologiques, mais pas seulement, des questions humaines. Aujourd'hui, on a des questions très importantes liées au progrès technologique. Progrès technologique qui a des aspects positifs, des aspects négatifs, qui en tout cas modifie le monde de manière extrêmement rapide, extrêmement brutale. On ne sait pas trop ce que sera l'état, par exemple, du marché du travail dans 20 ou 30 ans, quand on aura des robots extrêmement perfectionnés, une intelligence artificielle qui commencera à être capable de faire des choses assez extraordinaires. On sait que 20 ou 30% des emplois actuels sont menacés, donc il va falloir penser ce monde, penser tout ça. Et commencer par des ateliers de permaculture peut être le moyen de, à la fois concrètement faire des choses. Donc là aussi, la permaculture ne sépare pas les aspects concrets et les aspects théoriques. On fait des choses et puis on réfléchit à partir de ce qu'on fait, et puis inversement, on réfléchit et puis on fait des choses à partir de ce qu'on a réfléchi. Donc voilà, la permaculture est une bonne porte d'entrée pour une pensée systémique, une pensée complexe, dans un monde qui est complexe aujourd'hui. Et donc concrètement, donc je me suis demandé comment on allait pouvoir ça. Donc j'avais un peu envie de faire au Palazzo ou en haut les ateliers là-haut. Puis je me suis dit que on est dans un environnement, et dans l'environnement tel qu'il est, il y a le CCU. Le CCU, donc j'ai pu tester un peu des ateliers, voir que les étudiants y adhèrent pas mal. Et donc je me suis dit, commençons par un atelier du CCU. Qui permettra d'initier les étudiants à la permaculture. Alors là aussi, il faut faire avec ce qu'on a. Donc on a une limite dans les ateliers du CCU. On a une limite qui est que les ateliers du CCU se font le soir, dans une période qui est plutôt la période hivernale. Donc on aura assez peu de chances de pouvoir travailler vraiment à l'extérieur. Donc l'idée, c'est de commencer par ces ateliers pour faire
tous les aspects qui vont de l'observation jusqu'au design. Donc travailler, on finira par faire des maquettes et peut-être quelques objets qui serviront ensuite. Peut-être qu'on fabriquera un composteur, peut-être que... voilà, enfin tout ce qui peut être fait à l'intérieur. Le Fab Lab, c'est la grande nouveauté de la rentrée 2015 à l'université, en termes, enfin avec les nouveaux bâtiments aussi. Donc le Palade se libérant, il sera installé un Fab Lab et un espace de coworking, c'est-à-dire un espace où on espère brasser un esprit d'innovation. Donc le Fab Lab contiendra des machines numériques permettant de faire des prototypes, des petites séries d'objets dont on pourra avoir besoin ici ou là, et puis un aspect de bricolage plus traditionnel, avec des outils plus traditionnels, donc permettant par exemple, si demain on travaille sur des espaces verts, de faire toutes les tuteurs, les treilles qu'on pourrait imaginer, puisque l'idée c'est aussi de faire monter la végétation, et puis de faire de belles choses, et de faire des réalisations qui soient artistiques, ou en tout cas esthétiques. Tout ça pourrait être fait au Fab Lab. Donc le Fab Lab, l'idée c'est qu'il soit ouvert le plus largement possible, donc à la communauté universitaire, mais à toute la population cortenaise et d'ailleurs, aux artisans, aux artistes, mais à toute personne qui aurait une idée de design, de faire quelque chose, de faire des objets ayant une utilité ou pas d'ailleurs. Voilà, donc ce Fab Lab se mettra en place progressivement à partir de la rentrée 2015. On espère qu'il sera complètement installé en janvier 2016 au Palazzo Nazionale en haut de la ville. L'idée, c'est que ces ateliers-là seront sur la première partie de la méthode jusqu'à la partie design, et puis on complétera ces ateliers. Alors on complétera déjà pendant l'hiver par des ateliers techniques qui nécessitent d'être à l'extérieur sur le vivant, de la taille, du bouturage, la gestion des sols, etc. Donc on fera des ateliers complémentaires qu'on gérera par ailleurs en dehors du CCU, et puis à partir du mois de mars ou du mois d'avril, on fera d'autres ateliers qui, eux, auront pour but de mettre en œuvre ce qui aurait été imaginé pendant l'hiver, et de le mettre en œuvre sur ces espaces verts qui sont à côté de l'amphi Ribé, donc à l'entrée du campus de Lettres quand on revient du Resto U. Voilà. Et donc ensuite, l'idée serait d'investir d'autres espaces. Et donc là, c'est le projet avec la maison Pizzini, qui est cette maison en ruine, enfin assez abîmée, qui est au-dessus de la fac de sciences. Je ne sais pas de quand elle date, j'imagine c'est du 19e siècle, je suppose. C'est un très bel endroit. Donc avec un projet de réhabilitation de la maison, enfin, en tout cas une idée de réhabilitation portée par l'université, une idée de maison dans les arbres. Donc ça, c'est un projet de Paulitech avec l'université d'Innsbruck et la filière bois de Corse, qui est l'idée de faire des maisons passives, donc parfaitement écologiques, sans consommation d'énergie, dans les arbres au-dessus de la fac de sciences et de l'IUT. Et donc l'idée, ce serait un peu, avec la permaculture, d'essayer de penser globalement un usage de ces lieux, donc incluant ce qui a déjà été imaginé, ce qui serait mis en place par d'autres, plus toute la gestion des espaces verts, tout ce qu'on pourrait faire là. Donc avec un aspect très, très important aussi, c'est qu'on veut toujours être relié vraiment à notre territoire, à notre lieu, donc avec un aspect culturel fort. Et là-dedans, on va essayer d'intégrer, on va y arriver, il n'y a pas de raison, d'intégrer la conservation de variétés corses anciennes. Donc là, on a une spécialiste qui est Marie-Paul Ottaviani, qui va co-animer l'atelier de permaculture avec moi, qui est biologiste et qui a fait un recensement dans la région, dans tous les villages autour de Corté, des anciennes variétés d'arbres fruitiers, etc. Je pense des variétés potagères aussi, il doit en avoir quelques-unes,
Et donc l'idée c'est de les préserver. Alors on peut les préserver dans les villages d'origine, et puis on peut en préserver un certain nombre sur les campus qui pourraient devenir, les espaces verts des campus pourraient devenir des vergers conservatoires ou des potagers conservatoires sur lesquels on travaillerait avec les étudiants. Voilà. Et le site de la maison de Pizzigne ici prête admirablement, notamment. Voilà, c'est un endroit avec des vieux rosiers, des vieilles espèces de rosiers très très beaux qui sont là, qui ont survécu, qui ont traversé le temps, donc qui sont en plus visiblement très résistants puisque personne ne s'en est jamais occupé depuis probablement des décennies. Donc on a cet aspect préservation de variétés anciennes, et puis il y aura l'aspect savoir populaire ancien, où on fera une signalétique dans les espaces verts. Donc là aussi qu'on travaillera au Fab Lab pour indiquer le nom des plantes en français, en corse, en latin, peut-être en anglais, leurs usages traditionnels, etc. Voilà. Les plantes qu'on aura là, on indiquera à quoi elles servent, et puis on essayera aussi de les utiliser à des occasions ponctuelles pour faire des soupes aux herbes, des tartes aux herbes, je ne sais pas, sur les plantes sauvages, utiliser les plantes médicinales, enfin en tout cas les faire connaître. On ne va pas se faire attaquer pour exercice illégal de la médecine. Utiliser les plantes aromatiques, par exemple, à la cafétéria ou dans certaines occasions, etc. Voilà. Utiliser ce qu'on aura produit. On imagine à terme, à moyen terme ou à long terme, on imagine les aboutissements de cette recherche, de cette pensée active et on va dire collaborative. On imagine peut-être produisant régulièrement des formes d'alimentation que l'on va retrouver peut-être au restaurant universitaire. Alors, là c'est un autre aspect. Dans ce que j'ai pu étudier là pendant les quelques mois que j'ai passé à Campo Bintu, donc je suis allé un peu voir ce qui se fait sur les campus, enfin dans l'université, et je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses en cours, soit qui existent déjà, soit qui sont en train d'être mises en place autour du thème alimentation. Donc je vais en faire vraiment le grand thème qui démarrera à la rentrée prochaine. Je ne sais pas combien de temps. A priori, l'idée de permaculture voudrait que quand on démarre quelque chose, on n'envisage pas de fin. Et donc l'idée sur ce thème alimentation, c'est d'aller étudier tous les aspects et d'aller faire des actions, agir sur tous les aspects allant de la production jusqu'à la consommation, en passant par la distribution, par l'équité. Donc on a l'Aio do Studiantino, par exemple, qui aujourd'hui distribue de l'alimentation aux étudiants en difficulté. Donc les aspects d'équité, mais les aspects culturels aussi, il y a énormément d'aspects culturels. Et là-dessus, on a quelque chose quand même d'assez intéressant ici, c'est l'alimentation dite méditerranéenne, l'alimentation traditionnelle des régions méditerranéennes, donc qui est variable selon les lieux, mais qui a un certain nombre d'invariants, de qualité que l'on retrouve partout, notamment de qualité nutritionnelle et aussi de qualité culturelle. Donc c'est notamment l'alimentation méditerranéenne est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et ce serait vraiment, vraiment intéressant de travailler là-dessus et d'approfondir ce point-là. Donc les aspects nutritionnels, parce que c'est important que les gens mangent bien, et les étudiants sont souvent, pour des raisons financières ou parce qu'ils ne s'y intéressent pas trop, souvent une population qui ne mange pas forcément très bien. Donc là, il y aurait vraiment un lien. Donc on est à la fois dans le lien au lieu, là-dessus, puisque c'est l'alimentation de notre région, le lien à soi, avec les aspects santé, etc., et puis le lien aux autres, avec tous les aspects convivialité autour de l'alimentation. Parce que quand on étudie l'alimentation méditerranéenne, il y a effectivement les aspects nutritionnels, mais il y a aussi la manière dont on consomme,
et on consomme rarement dans son coin tout seul, tristement devant la télé. C'est pas comme ça qu'on consomme l'alimentation méditerranéenne, c'est plutôt tous ensemble autour d'une table. Voilà, donc on a cet aspect alimentation méditerranéenne. Donc on va travailler avec le Resto'Us sur un projet de repas en circuit court. Donc on va essayer d'avoir des journées, et puis si possible ensuite tous les jours, un approvisionnement local. Donc ça se fera en lien avec la Fédération des coopératives agricoles de Corse. Donc ça, ce sera des journées sur lesquelles on fera donc à la fois ces repas-là, et puis on fera des animations, donc des débats sur l'alimentation probablement, probablement une émission de radio à cette occasion-là. Donc une journée vraiment dédiée à une réflexion sur ce qu'on mange. Ce qui est intéressant en permaculture, c'est que les gens qui font de la permaculture, les bons permaculteurs, vous disent... La formule en anglais dit à peu près le résultat, la production, the yield, n'est limité que par l'imagination. Alors évidemment, on se dit oui, bon, ça va, mais quand on voit ce qu'ils font réellement, quand ils concrètement installent un système en permaculture, on a un Australien, Geoff Lawton, qui est spécialiste de la régénération des déserts, qui va se mettre en Jordanie, en Arabie Saoudite, etc., dans des endroits absolument désertiques, et alors, sur des zones qui ne sont pas forcément gigantesques, mais il recrée des oasis, littéralement, simplement, avec une bonne utilisation du peu d'eau qu'il y a, une réflexion sur les espèces d'arbres qu'il va planter, etc. Donc voilà, et puis petit à petit, en quelques années, c'est un peu l'homme qui plantait des arbres de Giono, où petit à petit la vie revient sur des espaces où on se dirait que rien n'est possible. Et effectivement, en permaculture, l'utopie devient concrète. Et ça prend du temps, justement parce qu'on ne se dit pas là aujourd'hui je vais changer le monde à l'instant. Non, on fait ce qu'il faut. Si on veut changer le monde, ou en tout cas le petit bout de monde dont on s'occupe, parce qu'en permaculture on dit aussi la surface idéale de votre terrain, c'est ce que vous pouvez gérer correctement. C'est ce dont vous pouvez vous occuper sérieusement. Plus grand, ça ne sert à rien. Mais ce petit bout de monde dont je vais m'occuper, je peux vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'étais quelqu'un de plutôt pessimiste. Et je suis toujours assez lucide sur l'état du monde. Je ne pense pas aujourd'hui que le monde va bien, loin de là. Mais depuis que je fais de la permaculture, je suis plus désespéré. C'est plus possible. On ne peut pas désespérer quand on voit ce qu'on peut faire à partir d'une situation initiale un peu dramatique. On puisse faire une oasis extraordinaire, quelque chose. Et je pense qu'en Corse, la permaculture a toute sa place. Aujourd'hui, on désespère un peu sur un certain nombre de points. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas sous-estimer l'état de la situation, qui est souvent assez triste, assez inquiétant, notamment en agriculture, où les agriculteurs disparaissent assez rapidement. Mais il y a quelque chose à faire, sans aucun doute.